Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de cette première édition de l'année 2015 de Sans Rancune. On se retrouve après 4 semaines de repos et on en profite pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui démarre. Beaucoup de santé, de prospérité, de réussite dans tout ce que vous aurez à entreprendre et bien sûr en restant en compagnie des programmes de Vox Africa. Comme en 2014, on prend les mêmes et on recommence. Bonsoir Xavier. Bonsoir Paul. Comment allez-vous? Très très bien. Bonne année à vous. Bonne année aussi. J'en profite pour dire bonne année à tous les téléspectateurs de Vox Africa. On ne les a pas vus depuis 2014. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. On en profite pour leur dire que cette année soit très bonne. Et que cette année soit très bonne dans la démarche des chapeaux de roue comme tous les vendredis. On aura donc, pour commencer cette édition de Sans Rancune, on parlera des cahiers d'actualité. Dans la première actualité, on parlera du Cameroun qui a reçu le soutien de l'armée tchadienne pour la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. On parlera également de la propagation du phénomène Charlie Hebdo au Niger. On n'a pas très bien compris pourquoi ça a dégénéré. On espère que Xavier nous éclairera là-dessus. On parlera de l'opération épervier au Cameroun avec Polycarpe Abba, ancien ministre de l'économie et des finances, qui a été écroué à 25 années de prison et tous ses biens lui ont été confiés. Au rang de ses biens, on annonce 29 immeubles. Nous recevrons dans cette édition tout à l'heure, d'abord il est sur le plateau, Maître Jean Louga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir Paul, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je pense à ceux qui sont en Angleterre. Ah oui, parce qu'on m'a dit quand vous Pourquoi particulièrement en Angleterre? Mais justement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé d'Angleterre pour dire qu'il m'a vu sur une de vos émissions. Je suppose que c'était Sans Rancune. Oui, mais la chaîne est basée à Londres. Ah, d'accord, moi je ne savais pas. Alors, c'est aussi vu là-bas. Oui, ouais, effectivement. Voilà. Eh bien, si on a un large champ de couverture. Donc, je salue vos téléspectateurs. Je leur dis bonne année, surtout à ceux d'Angleterre. Et donc, avec vous, on parlera de cette affaire. Il faut dire que vous êtes avocat de M. Polycarpe Abba. Comme je le disais tout à l'heure, il est ancien ministre camerounais de l'économie et des finances, ancien directeur des impôts également, qui aujourd'hui est dans cette, j'ai envie de dire, scabreuse affaire qu'on a baptisée au Cameroun opération épervier, dite de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. On aura comme dernière actualité, oui, c'est tout ce qu'on aura comme cahier d'actualité. On parlera bien sûr, on reviendra sur la présence tchadienne au Cameroun avec vous, Xavier, dans la chronique. On parlera de Charlie Hebdo avec Ebodé dans son slam. On parlera également de tout ce qui a fait le remous sur le net cette semaine. Et on sait que depuis que nous sommes absents, Xavier, il y a beaucoup de choses qui ont été sur le net. Le phénomène Charlie Hebdo a complètement gagné la toile. Entier, oui, tout à fait. Voilà, et on aura également un invité livre avec Rémi Sabimana. On aura un bassiste émérite sur ce plateau, André Manga, qui viendra nous parler de ces 2 spectacles qu'il a récemment réalisés. Bref, un menu chargé, un menu riche, de bonne année. Voilà. On marque juste la petite pause et on revient tout de suite pour la première partie, les cahiers d'actualité. Retour sur le plateau de Sans Rancune, première édition de l'année 2015. On va commencer les cahiers d'actualité avec cette actualité camerouno-tchadienne. Comme on le sait, on en a parlé tout au long de l'année dernière dans Sans Rancune et bien sûr d'autres émissions sur Vox Africa. L'armée camerounaise est confrontée depuis bientôt 2 ans déjà à la menace de la secte islamiste nigériane Boko Haram, amenée par un Aboubakar Shekau de plus en plus virulent. Et ces derniers mois, l'armée camerounaise a enregistré plusieurs attaques, notamment dans l'extrême nord du pays. Les victimes aujourd'hui se comptent par centaines, des déplacés par milliers, des villages entiers ont été rasés. Rasés par Boko Haram. Voilà. Et aujourd'hui, à la demande du Cameroun, le Tchad a décidé d'intervenir, de venir prêter main forte. Comment doit-on lire ce soutien du Tchad au Cameroun? Il y en a qui disent que c'est un cadeau empoisonné, un cadeau que le Tchad vient donner au gouvernement camerounais, à la nation camerounaise, et que ce cadeau serait empoisonné. Vous savez, il y a plusieurs lectures que les gens font de cette intervention tchadienne, mais toujours est-il que c'est la première fois que le Cameroun, sur son territoire, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de conflits en dehors de la lutte armée pour l'indépendance du pays. Le Cameroun n'est pas un pays où on a tout le temps eu des affrontements avec des interventions étrangères. C'est la première fois, donc ça suscite beaucoup de commentaires. Certains disent donc que c'est un cadeau empoisonné. Voilà, j'y arrive. Vous êtes d'accord dans les fêtes, Xavier-vous? Oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, j'aime beaucoup les fêtes de fin d'année parce que c'est gai, parce que vous savez, on est Noël, j'adore. Si Noël pouvait revenir tout le temps, je serais très content. C'est la seule fête de l'église que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de rire, de voir les enfants jouer. Bon, je suis encore dans la fête, vous l'avez dit. Donc, le cadeau empoisonné, il faut dire que ça dépend de la posture dans laquelle on se trouve pour dire qu'il est empoisonné. Mais toujours est-il que l'intervention du Tchad fait poser beaucoup de questions. D'abord, 2000 hommes, 2500. 2500 hommes, cela veut dire que les effectifs sont supérieurs à ceux de l'armée régulière du Cameroun. Ça pose quand même des questions. 400
camions, à peu près une dizaine d'avions. C'est-à-dire, le contingent tchadien, en termes d'hommes, en termes d'équipement, de matériel, est supérieur à l'intervention, aux hommes que le Cameroun a postés. Est-ce qu'il est disproportionné par rapport à la menace? Il n'est pas disproportionné parce que la zone est une zone très dangereuse. C'est une zone d'accès difficile. Lorsque vous partez du lac Tchad, là où il y a le croisement entre trois nations, le Tchad, la République du Nigeria et le Cameroun, cette zone est difficile d'accès. Alors là, vous descendez de là jusqu'à la frontière de l'Adamawa, dans l'Adamawa, territoire tchadien, Adamawa, territoire pas région du Cameroun. C'est une zone qui fait à peu près dans les 600 kilomètres. À peu près de distance de cette frontière. Alors pour couvrir avec des zones montagneuses, vous voyez, l'accès est assez difficile. Et puis jusqu'ici, le Cameroun s'est contenté, n'est-ce pas, de rester dans son territoire et puis de réagir par contre-attaque. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la possibilité d'aller déloger les Boko Haram dans le territoire nigérien. C'est que Déby dit que lui, il va y entrer. Donc cela peut amener des gens à se poser la question si vraiment cette intervention va se limiter tout simplement à traquer Boko Haram, ou alors elle a d'autres intentions. Mais la première interprétation, la première lecture qu'on pourrait avoir dans cette intervention, c'est que vous savez, le Cameroun, c'est le poumon économique du Tchad. Alors imaginez-vous qu'à un moment donné... Vous anticipez sur la question que je vais vous poser. C'est très important. Et Maître Nouga, vous interviennent si vous avez envie. Oui, parce que est-ce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que le Tchad est venu par amour et amitié pour le Cameroun, ou alors il va de ses intérêts? Quand on sait que, comme vous le disiez, il est alimenté par le corridor Douala en attendant que celui de Khartoum soit prêt, c'est encore celui de Douala qui est le plus... Il y a le pipeline qui sort le pétrole par le Cameroun, il y a ce fameux projet de rail de Ngaoundéré pour N'Djamena. Est-ce que finalement le Tchad n'est pas venu défendre ses propres intérêts à lui? Ce ne sont pas des projets qui vont avoir le jour demain. Ça peut prendre encore des années. Que le chemin de fer qui part de Ngaoundéré à Ngéli, ça va prendre du temps. Parce qu'Ngéli est quand même à quelques 15 km, et c'est la dernière ville, n'est-ce pas, du Tchad pour rentrer au Cameroun, et à quelques 15 km de N'Djamena. Donc c'est un projet qui va prendre des années, 10 ans, 15 ans, voire plus. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'il verra le jour. Qu'il soit l'autoroute qui est prévue également pour passer par la falaise de Ngaoundéré jusqu'à N'Djamena, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va voir le jour. Pour l'instant, le Tchad reste tributaire en ce qui concerne tout au moins les marchandises, des camions, n'est-ce pas, qui partent de Ngaoundéré après le train pour arriver à Kousséré. Et depuis un certain temps, ces camions, la fréquence a été sérieusement réduite à cause des attaques. Et puis le Boko Haram. Alors, donc, les effets immédiatement sont ressentis en N'Djamena. Je vais vous dire un fait que j'ai vécu. Très rapidement. Un fait que j'ai vécu. Il y a eu un incident sur la frontière. Un jeune qui était en moto a provoqué des perturbations sur la circulation routière. Et N'Djamena a été coupé pendant 2 heures de temps entre Kousséré et N'Djamena. 2 heures de temps. Il y a eu immédiatement des effets qui se sont fait ressentir. Le chef de l'État du Tchad était obligé d'intervenir personnellement auprès des autorités camerounaises. Imaginez-vous donc que les effets, les attaques de Boko Haram aillent jusqu'à perturber ce corridor. Immédiatement, les effets au plan économique et social seront graves, catastrophiques en N'Djamena. Donc, le premier motif d'intervention du Tchad peut se trouver là. Y a-t-il un deuxième motif, c'est-à-dire politique? Là, on a très peu d'éléments pour le justifier. On va sortir de ce sujet, et là j'avais dû vous poser la question, Xavier vient effectivement d'évoquer les raisons qui peuvent avoir poussé le Tchad à venir prêter main forte au Cameroun. Maintenant, cette présence tchadienne au Cameroun suscite plusieurs interrogations dans l'opinion publique camerounaise, d'autant plus que, comme Xavier le relevait, c'est la première fois que le Cameroun admet des troupes armées sur son territoire. On sait que depuis longtemps, les bases françaises ne se sont pas installées au Cameroun, justement pour des raisons qu'on estimait de sécurité. Là, on a 2500 hommes, un important contingent, avec du matériel important également, qui sont sur le territoire camerounais. Beaucoup de questions arrivent. Quelle est la mission de ce contingent tchadien? Est-ce qu'ils sont là pour le combat? Est-ce qu'ils sont là pour le renseignement? Est-ce qu'ils sont là pour l'interposition, comme c'était le cas en Centrafrique? Qui va financer ça? On sait que le Tchad vient de renoncer à l'organisation du sommet de l'Union africaine qui était prévu en juin prochain pour des raisons financières. Alors, qui paye l'ardoise de ce contingent-là? Autant de questions. Moi, je pense qu'il faut continuer à se poser des questions. Honnêtement, je suis de ceux des Camerounais qui disent que mais pourquoi des militaires viennent à notre pays? Et puis on ne les a pas vus venir. Hein. C'est vrai qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'une collaboration internationale pour lutter contre Boko Haram. Mais est-ce que cette collaboration est seulement militaire? Mais est-ce que les voies diplomatiques sont suffisamment
explorer. Parce que, en fait, Boko Haram, c'est quoi? C'est une organisation dans un État. Donc, au niveau diplomatique, on doit pouvoir savoir qui finance cette organisation, qui lui livre les armes, oui, mais quelles sont les pistes. Le temps qu'on se pose ces questions, mais les attaques sont perpétrées sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord que les attaques sont perpétuées, mais on se demande pourquoi le Tchad n'a pas agi il y a un an. Parce que la question avait déjà été posée lorsque ils étaient rentrés de Paris. Nous l'avons posée aux autorités tchadiennes qui nous ont répondu qu'ils n'étaient pas intervenus jusqu'à présent parce qu'ils avaient l'impression que les forces de défense camerounaises avaient la maîtrise de la situation. Mais est-ce qu'on n'a plus la maîtrise de la situation? Je pense que nous avons de bonnes raisons de penser que nous continuons à avoir la maîtrise de cette situation. Nous avions besoin d'un appui. L'appui consiste que, d'ailleurs, les bases militaires, je pense qu'il y a la base qui était au Tchad, la base internationale, que c'est de Doba. Qui y est toujours? Doba, Bongo. Doba, la base internationale qui était payée contre Boko Haram et que chez Kaou semble avoir s'être appropriée. Mais pourquoi ils n'ont pas protégé de Baga? La base de Baga. Donc, alors pourquoi ils n'ont pas? Pour vous, en fait, cette présence tchadienne ne se justifie pas. Je dis qu'elle garde quand même, à défaut d'être suspecte, elle continue quand même à susciter d'énormes questions. En 30 secondes, Xavier, un problème de communication important également sur cette présence tchadienne. C'est un problème grave de communication. On sait que Idriss Déby a demandé l'autorisation au Parlement pour envoyer ce contingent au Cameroun. Donc ce contingent n'est venu qu'après autorisation du Parlement. Au Cameroun, on n'a pas informé le Parlement, du moins pas publiquement, et il n'y a pas de communication. Voilà. Mais vous venez de soulever un problème essentiel, la communication. Elle est déficitaire au Cameroun, du côté camerounais, elle est abondante du côté tchadien. Imaginez-vous, le chef de l'État du Tchad a reçu jeudi 14 janvier le ministre de la Défense du Cameroun. Et le lendemain, c'est-à-dire vendredi, automatiquement, il a convoqué l'Assemblée, n'est-ce pas, pour demander à l'Assemblée d'entériner l'intervention militaire au Cameroun. Ce n'est que samedi que les troupes se sont déversées sur le territoire camerounais. Mais à cela, il faut se poser également d'autres questions. Une armée, on ne se déplace pas comme une seule personne. Déplacer des dizaines de chars, déplacer 2500 personnes. Ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts relativement. De ces personnes à partir de Ngéli et jusqu'à Bongor, c'est-à-dire au sud du Tchad, frontière avec le Cameroun, en allant vers la République centrafricaine, mobiliser ce genre et rentrer dans le territoire camerounais avec autant d'aisance, cela veut dire que c'est quelque chose qui s'est préparé. Alors, pourquoi le Cameroun, de son côté, n'a-t-il pas préparé son opinion? Pourquoi du côté camerounais, n'a-t-on pas interrogé le Parlement, tout au moins pour l'informer? Alors, on se retrouve dans une situation où le Cameroun, entre guillemets, bénéficiait de cette assistance. Les Camerounais sont restés, ont découvert cette intervention au même moment que les étrangers, alors que les Tchadiens y étaient préparés. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi cette option de mutisme total pour une armée étrangère qui rentre dans un pays sans que le Parlement soit informé, sans que les populations connaissent quand même comment le ministre camerounais de la communication est assez ouvert et pourquoi pas bavard. Prolixe. Alors, il est resté un mutisme total dans cette histoire qui fait que... Jusqu'à présent, il n'y a pas d'information officielle. La rumeur circule. Voilà. Les Camerounais sont livrés à toute forme d'interprétation et je dirais avec raison. On a fini sur ce sujet. On a vraiment fini sur ce sujet, mais il y a un dernier point que je voulais voir avec vous. Chacun a 30 secondes. 30 secondes montre à main. Quand on regarde l'issue de tous les conflits dans lesquels le Tchad est intervenu, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Moi, je pense oui. On se souvient la dernière en date. Avant peut-être le Mali, il y a la RCA. Le Tchad a été obligé de se retirer, mais après avoir créé une situation, j'ai envie de dire chaotique en RCA. C'est pour ça que le déficit d'information que déplore le professeur ici, on peut se demander si c'est un déficit d'information ou autre chose. Est-ce que le Cameroun n'aurait pas été mis sur le fait accompli? Est-ce que nous, on se pose ce genre de questions, d'où vraiment l'importance que le gouvernement communique et nous explique exactement ce qui se passe. Xavier, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Je crois que dans chaque région du monde, que ce soit au plan international ou bien au plan africain, il y a toujours un leader quelque part. Ce leader peut être économique, il peut être aussi militaire. Alors, le Cameroun, en ce qui concerne la zone de l'Afrique centrale, on a rêvé, on a pensé à un moment donné qu'il pouvait à la fois assumer le rôle de leader économique parce qu'il a les moyens et en même temps
pourquoi pas assumer le rôle militaire? Le Cameroun a donné l'impression d'avoir démissionné. Pour quelle raison, on n'en sait rien. Alors, comme la nature a horreur du vide, le Tchad occupe. Et donc, le Tchad occupe ces pays. On a vu le Tchad intervenir au Zaïre à l'époque de Mobutu. On a vu le Tchad intervenir plusieurs fois en Centrafrique. Maître le disait tout à l'heure. On a vu le Tchad aller même au-delà, aller intervenir au Mali. Et aujourd'hui, il intervient au Cameroun, tout simplement parce qu'il y a un vide. Et c'est le leader militaire légitime. Incontesté. Merci Xavier, merci Maître. On va dans quelques instants retrouver le sujet avec vous, Maître, sur le ministre camerounais Ababa et l'opération Épervier. Mais avant ça, avant de marquer la pause, on vous donne 2 minutes, Xavier, pour nous parler de ce phénomène Charlie Hebdo qui s'est répercuté au Niger. Ben, vous savez, tant que Charlie Hebdo, Harakiri Hebdo à l'époque, parce qu'il s'appelait Harakiri Hebdo jusqu'en novembre 1960, à la mort de De Gaulle, quand Charlie Hebdo, Harakiri Hebdo avait osé titrer « Balle tragique à Colombey, les 2 églises, bilan, 1 mort », c'est ce jour-là que le ministère de l'Intérieur en France avait arrêté ce journal, saisi ce journal, le supprimer. Et alors, comme il y a des juristes qui sont là-dedans, ils sont ressortis le lendemain avec le même titre, cette fois-ci, avec le nom de Charlie Hebdo. Donc, Charlie Hebdo, tant qu'il était resté avec ses attaques, avec ses provocations dans le territoire français, ou alors en Europe, ça ne gênait personne. Ça ne gênait personne parce que l'Occident, l'Europe, la France en particulier, a besoin de l'humour. Ils savent l'humour français, on a tout le temps envie de le dire. L'humour français existe dans la provocation et dans le divertissement. Cet humour existe. Alors cet humour, depuis que un journal danois a caricaturé le prophète, c'est-à-dire que les journaux occidentaux n'ont plus observé cette limite qui consistait à respecter la culture des autres. Ils n'ont pas pu respecter la culture des autres, la culture de l'islam, qui proscrit l'image, qui proscrit la caricature. Donc on s'est rendu compte que l'islam est devenu très fragile, très sensible à cela. Et puis, voilà, ils en ont profité pour continuer. Alors donc je pense que Charlie Hebdo, dont j'aime beaucoup les caricaturistes, en fait un peu trop. Et comme il en fait un peu trop, j'ai peur de dire que ce sont les Français qui vont payer. Parce qu'au fur et à mesure qu'il continue avec la caricature, il caricature Mohamed, mais il peut être certain que les musulmans à travers le monde, ce qui s'est passé au lendemain de cette caricature, lorsque la deuxième caricature est sortie, ce qui s'est passé dans le monde entier, en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde, c'est un signal très fort. Les Français auraient tort, n'est-ce pas, sous le prétexte de la liberté d'expression, de laisser faire indéfiniment. Voilà. Parce qu'on va se retrouver là avec ce que les musulmans considèrent comme 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'on caricature le monde occidental, le monde musulman. Le monde musulman crée des frustrations au Moyen-Orient avec le problème palestinien. Et l'Occident va rester les bras croisés. Et ils vont continuer de payer ça, il faut le dire. Voilà, d'ailleurs, on en profite pour avoir une petite pensée pour nos confrères de Charlie Hebdo qui sont tombés sur les balles de... ils vont nous manquer. Voilà, de très grandes plumes. Mais effectivement, il faudrait qu'on sache peut-être et qu'on commence à définir la limite entre la liberté d'expression et la provocation. Je vous conseille, Paul, vous qui aimez lire les caricatures, essayez de vous procurer le dernier numéro de Marianne. Je fais la publicité à Marianne que j'aime beaucoup. Procurez-vous le dernier numéro de Marianne parce que vous allez trouver tous ces gens s'exprimer dedans. Il y a les Pinuski dedans, il y a le Wolonski, tous ceux qui ont été assassinés. Vous avez encore tous ces numéros qui présentent leur signature. Et puis, je vous assure que c'est un document à garder parce qu'ils vous manqueront. Je fonce donc au kiosque dès la fin de l'émission. Pour l'instant, nous marquons juste une pause avant de retrouver la deuxième grosse actualité de cette édition de Sans Rancune. À tout de suite. Polycarpe Ababa, ancien directeur des impôts et ancien ministre de l'économie et des finances du Cameroun, a été condamné à 25 ans de prison dans l'affaire qu'il oppose à l'État du Cameroun dans le cadre de cette opération dite Épervier, opération considérée par certains comme d'épuration politique, par d'autres comme de lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. On aurait saisi l'ensemble des biens de l'ancien ministre. Au total, on comptabilise 4 maisons, on parle de 29 immeubles au total, sans compter d'autres biens. Maître Jean Nouga, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Oui, merci encore. Vous savez, c'est regrettable en fait de devoir parler ces questions judiciaires sur les plateaux. Alors, commençons par les biens. Moi, j'ai été ahuri, 29 immeubles pour un fonctionnaire.
Oui, écoutez, la première chose que je dis, c'est que cette question n'a pas été débattue en audience. Donc nous avons découvert cette décision, toutes ces informations dans la décision, et nous avons été obligés de réagir. D'abord, je vois quand on dit immeuble, je suppose que vous voyez des grands bâtisses. Oui, il devait aussi comment nous dire qu'il y a des appartements. Effectivement. Et je dois dire tout de suite que le ministre Abba ne possède pas ce genre de choses. Il s'agit pour la plupart... Il n'en possède pas 29 ou il n'en possède pas du tout? Je ne crois pas du tout d'immeubles. En fait, le ministre Abba ne possède aucune bâtisse susceptible d'être qualifiée au sens architectural immeuble. Alors, dans les informations que nous avons, vous, ces défenseurs, dites qu'il a au total 4 maisons. Voilà. Il a 4 maisons, ce que les architectes appellent plein pied, et Foulane, à Odja, et puis dans son village. Et je pense qu'il a acheté un appartement à la SIC à Mendon. Et il y a aussi des appartements, je crois qu'ils doivent être en copropriété, à la SIC de Fandena. Ce qui fait au total bon, je ne sais pas, mais peut-être 5. 5, 6. Voilà, 5. Ouais. Mais maintenant, si on compte que les maisons de ses enfants ont également été saisies, parce que lorsqu'on dit qu'il y a des quartiers où ces enfants qui sont fonctionnaires depuis plus d'une dizaine d'années, des hauts fonctionnaires, médecins, inspecteurs des impôts, des choses comme ça. Mais vous et moi savons combien un médecin gagne au Cameroun. Donc, non, un médecin fonctionnaire. Quelqu'un qui est quand même... Et on sait le coût des matériaux, donc on sait combien coûte une maison. Quelqu'un qui est... Non, oui, mais moi j'ai construit, je sais effectivement ce que coûte une maison. Quelqu'un qui est quand même fils d'un membre du gouvernement, il peut avoir quelques possibilités que toi et moi on n'a pas. Bon, mais je veux dire... Non, ça veut tout dire et rien du tout en même temps. Hein. Je suis désolé de vous interrompre. De quoi accuse-t-on votre client? Écoutez, puisque ça a été débattu, on l'a parlé ici, on l'accuse dans un premier temps de n'avoir pas reversé au crédit foncier des fonds qui étaient collectés en faveur de cet organisme. Que ces fonds n'ont pas été reversés au crédit foncier. Du temps où il était directeur des impôts. Du temps où il était directeur des impôts. Voilà. On l'accuse que les fonds qui ont été mis à la disposition des services des directeurs des impôts n'auraient pas été justifiés. Pourtant, voilà. Voilà des choses de quoi on l'accuse. On l'accuse que des fonds spéciaux payés dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale n'auraient pas dû être payés. Voilà, je pense que l'accusé plaide. C'est les 3 accusations. Et bien sûr, il plaide non coupable. Xavier Messé. Ben, je pense que c'est difficile à dire parce que, maître, on a discuté, on a échangé en off sur ce plateau. Il est quand même très difficile, quand on connaît le statut des fonctionnaires, fût-il ministre, et avoir à réunir 4 villas officiellement, comme vous le dites, 5 d'après cette comptabilité que vous venez de faire. Et on vous a rappelé aujourd'hui que connaissant ce que gagne un fonctionnaire au Cameroun, un médecin qui travaille dans le secteur public, il lui sera difficile de se doter d'une villa après simplement 10 ans de travail. C'est assez compliqué. Alors, donc, est-ce que la question que nous, on a envie de reposer par rapport à cette condamnation, est-ce que vous pensez, vous qui l'avez défendu jusqu'ici, qu'il y a des ramifications, qu'il y a des implications politiques dans ce dossier qui apparaît comme un dossier de droit commun? Mais si vous permettez que je réponde, tel que la procédure est menée, je suis désolé, et je pense que ce n'est pas la première fois que je le dis, et elle n'est pas menée comme une procédure de droit commun. Vous savez, je dois dire, je suis de ceux qui pensent que si Abba a détourné de l'argent, il doit être condamné. Je l'aurais défendu en plaidant coupable. Mais je suis convaincu, au regard des accusations, des textes de loi de la République, des règlements qui ont d'ailleurs été produits au tribunal, qu'il n'y a ni détournement, ni rétention, ni obtention. D'ailleurs, la décision de justice qui a été lue n'indique pas un seul instant qu'il a pris un franc quelque part. Alors, pas un seul instant. Donc, je voudrais dire qu'à la vérité, il est clair qu'il y a, de notre point de vue, au vu notamment de cette sorte d'effet d'annonce qui semble avoir été recherché par cette décision, en publiant qu'il a 29 immeubles, sans dire qu'il s'agit des champs, des terrains du village qui ont été immatriculés, je crois. Il y en a 11 titres fonciers dans le cadre d'une grande plantation qui a été faite
patiemment, année après année, pendant près d'une dizaine d'années. Alors, quelqu'un qui fait ça, et c'est normal pour préparer ce vieux jour, et vous dites que ce sont des immeubles. Il ne s'agit pas d'immeubles bâtis. Donc, cette sorte de décision et fait d'annonce comme ça me permet de penser qu'il y a des forces occultes qui sont nécessairement tapies dans les hautes sphères gouvernementales, qui essayent de manipuler l'institution judiciaire. Alors, c'est pour ça le rôle... À quelle fin? Mais bien sûr, à des fins d'épuration. Vous savez, je remarque personnellement, là c'est vraiment une question personnelle, que tous les hauts fonctionnaires qui donnaient des résultats matériels, concrets, dans leur service, font l'objet de poursuites judiciaires. Alors, et je remarque que la plupart des ministères et des ministres qui gèrent les grands projets font l'objet de dénonciations de toutes sortes. Alors ça c'est le regard du défenseur, parce que quelqu'un d'autre, d'une autre grille de lecture, on pourrait dire également que tous les fonctionnaires qui vivaient ostentoirement font l'objet de poursuites judiciaires. Problème que parce que je pourrais également vous citer des fonctionnaires qui ont des résultats probants mais qui ne font pas l'objet de poursuites. Ah oui, j'aimerais les connaître. Je prends l'exemple de Mme Libom Lilinken qui, depuis qu'elle est à la direction générale des douanes, a des résultats relativement, non même pas relativement, a des résultats... d'excellents résultats. Mais écoutez, jusqu'à l'heure, elle n'a pas encore été inquiétée. Mais écoutez, je vois que vous ne lisez pas beaucoup des journaux. Parce que Mme Libom Lilinken, elle fait l'objet de quelques dénonciations ces jours. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça a commencé avec le ministre Abba. Ça dit, on lui impute, si vous permettez, on lui impute une fortune. Vous savez, il y a quelqu'un qui va garer ses voitures au Hilton, on dit que c'est les voitures de ministre Abba, alors que tout le monde sait bien que ce ne sont pas ses voitures. On lui impute des fortunes au Canada, en Amérique et tout ça. On a fait des commissions rogatoires, on n'a pas vu. Vous savez, on a également saisi des comptes bancaires. Vous savez, il y a des comptes bancaires de 140 000 francs CFA. Et le plus grand chiffre de ces comptes bancaires, c'est 8 millions, que j'ai entendu le juge prononcer. On ne fait pas assez de publicité dessus parce qu'on s'attendrait à ce qu'il soit riche à milliards, puisqu'on a dit qu'il était riche à milliards. Et on utilise les immeubles parce que, du point de vue juridique, un terrain nu est un immeuble. Mais du point de vue, j'avais envie de dire architectural, des travaux publics, c'est pas un immeuble. Mais le juge prononce 29 immeubles. Donc, aux 5 villas, il faut ajouter les surfaces non bâties. Mais bien sûr, oui. Au Saint-Villa, il faut ajouter des surfaces non bâties. Oui, on risque d'oublier ça. Vous avez utilisé une expression qui nous intéresse beaucoup, que c'est une mission d'épuration. C'est vous qui avez dit cela. Oui. Alors, cette mission d'épuration, on a entendu à un moment donné qu'il y avait un groupe obscur qui s'appelait le G11. Ouais. Et on retrouve donc, vous pensez que les gens qui ont été cités comme appartenant à ce groupe G11, donc pratiquement la totalité, se retrouvent en prison. Ça fait donc partie de cette épuration. Titus Sedjoua qui avait dit ouvertement qu'il est candidat à la présidence, et tout ce qu'on a soupçonné, on a cité les noms dans les médias, aucun n'est en liberté, donc c'est de l'épuration. Vous maintenez cela? Moi, ce que je dis en tant qu'acteur du système judiciaire, c'est que s'il y a des combats politiques ou politiciens, ces combats ne doivent pas être renvoyés au niveau judiciaire. Parce que nous avons besoin d'une justice crédible. Une justice qui ne juge que les faits et la loi et la conscience des magistrats. Dès lors qu'on règle les questions de ce type en utilisant la justice, c'est un phénomène extrêmement grave, suffisamment grave pour être dénoncé. Sauf que ce n'est pas établi. Et je suis justement porté à penser que la plupart des personnes d'une certaine jeunesse qui rendait au chef de l'État actuel un certain type de service ont été ciblés. Hein? Et je ne dis pas que tous sont comme celui que je défends en l'espèce. C'est innocent. Non, je ne dis pas que tous sont innocents, mais je dis, si dans cette mission de judiciarisation, c'est un mot compliqué que j'utilise souvent, de la lutte contre la corruption, le ministre Abba était détourneur, je serai le premier à plaider coupable. Mais je continue à vous dire, et parce que nous avons appris à plaider coupable, pour faire bénéficier à nos clients toutes les bonnes mesures de cette plaidoirie. Mais je continue à vous dire que nous plaidons avec conviction non coupable. Nous plaidons avec conviction non coupable. Nous avons déposé des conclusions de près d'une centaine de pages, avec pas des faits,
mais des éléments justificatifs légaux. Mais pourquoi la justice n'en tient pas compte? C'est de tout cela que nous pensons, c'est pour tout cela que nous pensons qu'il pourrait s'agir d'une sorte d'abord d'acharnement. Vous pensez que la justice au Cameroun est instrumentalisée? Alors pourquoi cette justice qui constitue théoriquement un pouvoir, pourquoi elle se laisse instrumentaliser? Pourquoi cette justice ne réclame-t-elle pas pour son honneur, sa liberté, sa place de pouvoir aux côtés du judiciaire, aux côtés du législatif et de l'exécutif? Je suppose que c'est un peu cette mission que je fais ici. Et que des magistrats ne peuvent pas faire parce qu'en réalité, leur carrière demeure encore sous le poids de l'autorité exécutive. Parce que vous savez, l'autorité exécutive de là, ce que vous nous disiez clairement que la séparation des pouvoirs n'existe pas, il n'y a qu'un pas à franchir. D'ailleurs, j'ai déjà saisi le chef d'État plusieurs fois sur ce point pour dénoncer des atteintes au principe de séparation de pouvoir. Il y a, on le connaît, des membres du gouvernement, en tout cas du pouvoir exécutif, qui ont donné des instructions. Il y a des procès-verbaux que nous avons vus où des membres du gouvernement disent que c'est nous qui avons demandé au juge de rendre la décision de telle manière. Et nous pensons qu'aucun magistrat n'est capable de le dire ouvertement. Et nous, en tant qu'acteurs de la justice... heureusement que ce n'est pas vous et moi qui le disons. Ah non, mais écoutez, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis parce que c'est vrai. C'est des réalités. Et en tant qu'acteurs, justement, nous devons dénoncer cela. Nous le dénonçons auprès des autorités ordinales, par écrit, mais nous le dénonçons aussi au niveau de l'opinion publique. Maître Nouga, pour sortir, votre client vient de publier une lettre de mise au point pour protester contre toutes les accusations. Je suppose c'est sur votre conseil, effectivement, qu'il a rédigé cette lettre. Mais la suite, c'est quoi? Vous comptez faire appel de la décision qui a été rendue? Non, d'abord, je dois dire qu'il ne s'agit pas d'une lettre. Nous avons fait un point de presse sur le week-end dernier. Le pool des avocats tout entier a fait un point de presse pour réagir par rapport à ce qui a été pour nous une surprise de la décision, parce que n'ayant pas eu l'opportunité de débattre quels étaient les biens d'Ababa, qu'est-ce qui pouvait être soumis à confiscation, on n'a pas pu débattre ça à l'audience. Nous avons découvert cela avec la décision. On était donc un tout petit peu obligé, au niveau de l'opinion, de rectifier, de dire que le ministre Abba ne possède pas 29 immeubles, comme il semble être dit, que des immeubles, appartements à ses enfants auraient pu avoir été saisis et confisqués, ce qui n'est pas régulier, et que les immeubles saisis n'ont pas été débattus pour qu'on démontre qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un détournement que nous pensons n'avoir pas eu lieu. Donc, c'est nous qui avons fait ce point de presse. Donc, la question... La question, c'était la suite, c'est quoi? La suite, c'est que nous avons fait pourvoi contre cette décision et nous comptons de nouveau devant la Cour suprême poursuivre cette bataille qui, à notre sens, est davantage une bataille de crédibilisation de notre institution judiciaire, une bataille pour que tout le monde puisse croire à notre justice et que la justice ne rende que des décisions qui sont absolument conformes à la loi. Merci infiniment, Maître Nouga, d'être venu sur ce plateau, nous apporter tous ces éclairages. On va continuer donc à garder une lucarne ouverte sur cette affaire, en espérant que vous répondrez toujours aussi favorablement à toutes nos prochaines sollicitations. Mais j'avoue que j'en ai très envie, mais il faut dire que nos occupations ne nous permettent pas toujours d'avoir la disponibilité qu'il faut. Moi aussi, je vous remercie, Paul, pour votre amitié. Merci infiniment. Sur ce, nous mettons un terme, madame, monsieur, à la première partie de cette émission. Et dans la deuxième, on retrouvera pour commencer, comme tous les vendredis, la chronique de Saint-Xavier. Aujourd'hui, nous parlerons de cette présence tchadienne au Cameroun. Van Bodé viendra avec son slam pour nous conduire dans le cœur de Charlie l'Africain. Et enfin, nous recevrons Brice Ludovic Bindi, directeur de Afro Shonen. Ce sera dans la rubrique Livrez-vous avec Rémi Sabimana. Tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Retour sur le plateau de Sarancu, nous sommes dans la deuxième partie de cette première édition de l'année 2015 et on va donc commencer, comme on le dit tous les jours, tous les vendredis, on retrouve la chronique de Saint-Xavier. Et vous, Xavier, rebonsoir. Bonsoir Paul. Vous jetez un regard sur l'incursion, je préfère utiliser le terme incursion même s'il n'est pas approprié dans ce cas, de l'armée tchadienne sur le territoire camerounais et vous parlez de la fin de la non-ingérence. Cette intervention risque de mettre un terme à ce qu'on a toujours appelé au Cameroun depuis Paul Biya, il faut le préciser, une diplomatie de présence et une diplomatie de non-ingérence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des conflits sanglants peuvent se passer aux portes du Cameroun, ni vus, ni connus.
On a vu le cas... Ce qu'on appelait avant la politique de l'Autriche. Voilà, on a vu le cas avec le Tchad en 2008, lorsqu'il a été envahi par des colonnes qui venaient de l'étranger. Le Cameroun, qui est à côté du Tchad, n'avait pas prononcé. On a vécu le cas au Congo, Kinshasa, au Kivu, qui est toujours à feu et à sang. Le Cameroun pense que c'est très loin. Il ne peut ni intervenir militairement et encore plus prendre une position quelconque sur cela. On a vu la République centrafricaine qui est constamment à feu et à sang, les gouvernements qui se changent à coups de fusil. On a vu le Cameroun ne pas prendre position là-dessus. Juste, il a été poussé par l'Organisation de l'Unité africaine, par l'Unité africaine et par l'ONU pour pouvoir enfin envoyer un contingent là timidement dans ce continent. Alors ça veut donc dire que le Cameroun a choisi dans sa terminologie une diplomatie de présence et une diplomatie de non-ingérence. Dans un monde aujourd'hui où cela n'a plus de place. Une diplomatie, c'est quoi? C'est par essence une intervention, ne serait-ce que par des prises de position. Il faut être présent sur tous les foyers. Le Cameroun est absent à toutes les rencontres, à tous les sommets sur le continent. Résultat, comme il ne peut pas être là, on prend des positions à sa place. On a vu quelques exceptions lorsque des sommets se passent hors du continent, c'est-à-dire notamment en Occident. Il y va où malheureusement on ne peut pas l'écouter puisque les grandes puissances sont là. Lorsque l'Amérique a parlé, lorsque la France a parlé, c'est à peine si la voix du Cameroun peut se faire entendre à l'intérieur de ce grand conseil de grandes puissances. Alors donc aujourd'hui le Cameroun en est réduit à ne être présent partout. Il est absent partout. Ces dirigeants au plus haut sommet, comme ils ne peuvent pas être là où les grandes décisions se prennent, ils sont réduits à subir tout ce qui se passe et donc le Cameroun s'est contenté de s'enfermer sur lui-même et au point où, lorsque Boko Haram a commencé à harceler notre pays, il y a de cela quelques années déjà, on n'a pas vu un seul pays lever le petit doigt pour dire « je viens au secours du Cameroun ». La France est qui par essence, on sait qu'elle est prompte à intervenir dans ce qu'on appelle son pré carré et rester muette et rester à fond en ce qui concerne le Cameroun. De temps en temps, le Quai d'Orsay laisse quelques petits communiqués de forme, mais sans plus. On a vu l'Union africaine où le chef de l'État du Cameroun ne se présente jamais au sommet. Il a quasiment jamais. Quasiment, voilà, ok, je vous le concède. On l'a vu finalement, l'Union africaine timidement aussi, dire quelques mots gentillettes pour dire que en fait, il n'approuve pas le harcèlement militaire dont le Cameroun est l'objet sans que cela ne se justifie. Donc finalement, le Tchad est venu à la rescousse du Cameroun. Et dans une intervention que personne n'attendait. Et on a vu donc le Cameroun ouvrir à grand bras, n'est-ce pas, pour accueillir l'armée tchadienne, pour enfin accepter que au nom du Cameroun, un autre chef d'État parle, parce qu'Idriss Déby parle au nom du Cameroun. Il a appelé ses homologues africains d'intervenir au Cameroun. C'est Idriss Déby qui aujourd'hui parle pour le Cameroun, qui mène une diplomatie à l'occidentale et une diplomatie agressive, ce que le Cameroun aurait pu faire. Donc voilà, on s'est donc posé la question de savoir, est-ce que le problème de Boko Haram avait l'intervention musclée du Tchad? Est-il de nature à mettre un terme à ce qu'on a toujours appelé au Cameroun la diplomatie de présence et de non-ingérence? Je vous garde, Xavier, jusqu'à la fin de cette deuxième partie d'émission et on accueille ensemble Fatal Ebodé. Rebonsoir, Fatal. Bonsoir, non, bonsoir. On s'est pas encore dit bonsoir. Oui. Vous allez bien? Oui, très bien, Paul. Les fêtes de fin d'année? Bah écoutez, c'était super. On s'est battu comme on pouvait, quoi. Et on n'a pas vu votre épouse depuis, ça va? Tout va bien à la maison? Pour le moment, ça va. Elle s'occupe à faire les locks à son mari de temps en temps. Eh bien, Fatal, aujourd'hui, dans la ligne de mire, nous allons au Niger. Doro Baga, c'est ça? Doro Baga, c'est ça. Je suis Doro Baga. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mercredi 5 janvier 2015, 2 terroristes aux méthodes de commando font irruption dans la salle de rédaction du journal Hebdo et abattent froidement toute l'assistance. Je sais, ça fait froid au dos. La mobilisation du gouvernement français est immédiate, y compris celle des médias. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le film va jouer les prolongations entre prise d'otages, revendications et négociations. Très vite, on découvre que les auteurs ne sont autres que les islamistes radicaux naturalisés français.
La France a alors les sourcils froncés. Elle semble être victime de son accueil. Au total, 17 personnes y rejoindront leur cercueil. Le pays tout entier est en deuil et se recueille. Des messages de compassion affluent de partout. Oui, c'est tous pour un et un pour tous. La France semble être victime de son excès de tolérance. Mais il y a un autre problème. C'est que Boko Haram en Afrique vient de ravager un village tout entier au nord-est du Nigeria. On parle même de plus de 2000 morts à la morgue. Et juste à côté, au Congo, Ebola et les milices font une ultime concurrence des victimes. En Centrafrique, c'est avec des machettes et des armes à feu que ça se passe. L'Afrique est dans l'impasse. Les populations sont sur le qui-vive. Là-bas, c'est tu qui veux. Et jamais il n'y a eu la moindre marche et pas le moindre jour de deuil national dans un pays voisin. La douleur des riches semble donc plus affligeante que celle des pauvres et ça se voit bien. Au-delà de tout fait, on en arrive tous à un compte fait. La France est une belle femme avec des belles courbes et tout le monde lui fait des courbettes. Elle a des très beaux yeux et tout le monde lui fait des yeux doux. Et moi, je ne serai pas en reste. Alors j'utiliserai mon slam pour lui déclarer ma flamme et faire d'elle ma femme. Bonsoir, Madame France. Je suis Doro Baga, le village détruit par Boko Haram au nord-est du Nigeria. Au total, 2000 morts sur le carreau. Qu'en pensez-vous? Très bonne soirée à vous. Merci, Fata. Bravo. Ben, les fêtes ne vous ont pas émoussé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Paul, ce beau slam, c'est extraordinaire. Le parallèle, le rapprochement des faits, c'est extraordinaire. Alors, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que du côté français, c'est la France qui a mobilisé le monde entier pour ses ressortissants. Pour dire que pour Doro Baga, c'est le Nigeria peut-être qui aurait dû... Peut-être, c'est le Nigeria aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on attende que les autres fassent des choses que nous devons faire. Faire des choses à notre place. C'est vrai, monsieur Messé, la France a juste décrété un deuil national. Toute la France, les populations étaient naturellement choquées. Après, c'est les États-Unis et ainsi de suite, d'autres pays qui s'y sont joints à cette douleur-là. Un point, c'est tout. C'est-à-dire que la France n'a pas adressé des lettres que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Non, non, non. C'est-à-dire ça s'est fait tout naturellement. Voilà. Donc, pourquoi en Afrique, peut-être, est-ce qu'on est habitué parce qu'on est habitué aux morts? Je voulais vous dire... Très rapidement, vous savez, les médias, ils sont pour beaucoup. La mobilisation des médias français a été pour beaucoup. Vous ne pouvez pas ouvrir une télévision, pas un seul journal, pas une seule radio. Toutes les agences de presse étaient concentrées là-dessus. Que vous le voulez ou non, vous viviez Charlie Hebdo. Que vous le voulez ou non, vous mangez Charlie Hebdo, vous dormez avec Charlie Hebdo. Alors, le résultat est que le monde entier, sans l'avoir voulu, on lui a imposé Charlie Hebdo. Et il s'est mobilisé au point où on a vu une quarantaine, voire une cinquantaine de chefs d'État courir comme des lapins pour aller là-bas. Mais c'est important. Merci. Donc moi, je pense que les moyens, ces moyens-là, il n'y a pas, à mon avis, un pays africain qui puisse disposer de moyens médiatiques aussi puissants, aussi importants. Nous avons sur nos têtes les satellites, que vous les voulez ou non. Vous écoutez les radios anglaises, françaises, américaines. Il n'y a pas de choix. Merci Xavier, merci Fatal. Et j'annonçais tout à l'heure en début d'émission qu'on avait un menu bonne année. Et je vous offre, messieurs, et nos téléspectateurs, monsieur André Manga. Bonsoir André. Bonsoir Paul. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bonsoir à tous les spectateurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, André Manga est l'un des plus grands bassistes africains sur la scène mondiale. Il a parcouru toutes les scènes. Il a joué avec les grands et avec les plus grands. Moi, je vais vous dire, André, quand il me vient deux images de vous. D'abord, le merveilleux spectacle que vous nous avez offert au l'hôtel Hilton de Yaoundé tout récemment avec Djelou Ava. Avec Djelou Ava, oui. C'était simplement magnifique. Et j'ai encore en mémoire ce magnifique quatuor. Vous, Étienne Bappé et le feu Noël Ekwabi à la basse et Manu Dibango au piano sur le plateau de Yafé il y a 2 ou 3 ans. La fête à Manu il y a quelques années. Voilà, la fête à Manu, c'était extraordinaire. C'est des souvenirs. C'est un immense plaisir de vous avoir sur notre plateau. Il doit absolument partager le plaisir. Alors, parlez-nous de votre dernière actualité. Vous êtes au Cameroun, vous êtes en spectacle au Cameroun. Oui, je suis là, j'ai des spectacles cette fin de semaine, en fait vendredi et samedi à
à l'IFC, ça c'est le Centre culturel français. Oui. Et en fait, la particularité de ces spectacles, c'est que j'ai passé 3 mois ici, sous un peu à l'ombre comme ça, à travailler avec des jeunes musiciens locaux, parce que je voulais casser le mythe que pour faire un concert de niveau international au Cameroun, il faut absolument se ramener avec un bataillon de musiciens américains ou européens. Et là, j'ai travaillé avec des jeunes du terroir, des jeunes musiciens d'ici, et j'ai sorti des talents insoupçonnés du public camerounais même. Et donc, c'est un spectacle, donc, vendredi et samedi, où ils vont rendre, et je parie tout ce que vous voulez que le public sera absolument stupéfait de ce qui se fait dans leur propre cuisine. Il y a des jeunes qui ont la très bonne curiosité, une curiosité saine, qui posent des bonnes questions. Il leur manque seulement quelqu'un pour guider, pour les guider et leur mettre le pied à l'étrier. Pourquoi avoir choisi cette initiative? Ça ressemble un peu au masterclass que fait votre collègue à Ladji Touré, revenir au pays, détecter les talents. Vous qui avez joué, comme je le disais, partout en Europe, aux États-Unis, pourquoi vous sentez aujourd'hui le besoin de venir encadrer les jeunes au pays? J'ai été interpellé par des jeunes. La dernière fois que je suis venu, là, il y a 1 an, il y a des jeunes qui ont voulu me rencontrer pour me poser certaines questions. C'était censé être juste une rencontre brève. On fait un échange, on fait un petit atelier. J'ai fait un masterclass gratuit à cette époque-là. Et les questions qu'ils m'ont posées m'ont sensibilisé. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient de mauvais éléments parce que l'Internet leur facilitait l'accès aux choses qui ne sont pas forcément constructives pour la carrière d'un jeune artiste. Parce que l'Internet expose plutôt aux démonstrations, mais ne donne pas le contenu de ce que c'est être un artiste, un instrumentiste. Et donc, les questions qui me revenaient étaient très pertinentes. Et je me suis dit, mais tiens, quand je suis rentré, j'avais ça qui me hantait quand même. Mais peut-être que avec l'année sabbatique que j'ai cette année, parce que Josh Groban, avec lequel je travaille, est off jusqu'en septembre, on tourne en septembre. Je me suis dit, je vais utiliser ce temps-là pour venir passer du temps au Cameroun. Et en fait, pour prolonger l'histoire, ce que j'ai donc fait, c'est que avant tous les 2 spectacles, avant chaque spectacle, je donne 3 jours de masterclass. Donc en fait, pour l'IFC de Yaoundé, ça a commencé hier, aujourd'hui et demain, où j'avais quand même une vingtaine, entre 20 et 25 jeunes musiciens, et que nous passons 4 à 5 heures de temps à échanger. Je leur apporte simplement ce que je peux à mon niveau d'expérience. Et la même chose à Douala, les concerts de Douala, c'est le 29 et le 30. Et les masterclass commencent à l'IFC de Douala les 26, 27 et 28. Est-ce que c'est une expérience que tu comptes pérenniser? C'est-à-dire que est-ce que tu comptes revenir au pays régulièrement pour faire ce genre de choses, pour détecter les jeunes? Et après, quand ils ont fini les masterclass, après quoi? Est-ce qu'on les pousse à faire un album? On voit aujourd'hui beaucoup de bassistes qui viennent sur le devant de la scène. On a vu plein de bassistes, comme je le dis, Richard Bonnard, Richard Epesser, Richard Etienne Mbappé, faire des albums. Est-ce que tu les pousses vers ça ou tu veux juste qu'ils restent des instrumentistes? Non, en fait, je voudrais juste développer le talent latent qui est en eux. Leur futur dépend d'eux et de là où leur chance va les amener, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que je voudrais simplement, à mon niveau, je voudrais qu'ils soient prêts pour le futur. Cela veut dire que d'ici pas très longtemps, nous, on sera peut-être plus sur le devant de la scène parce qu'on sera fatigué. Alors, il ne faut pas qu'eux, ils aillent là-bas commencer à porter le fardeau du Cameroun à partir du bas de l'échelle. Donc, si on peut leur apporter l'expérience qu'on a vécue jusqu'à présent, ça leur donne déjà une avance sur le plan international. Regardez le jeune bassiste Christian Obama avec Youssou N'Dour aujourd'hui. Ce sont des jeunes que nous avons encadrés et à qui nous avons donné du matériel et à qui on a permis de rencontrer Youssou. Et quand il est parti, il est arrivé chez Youssou N'Dour en professionnel, non pas en juste un... Donc c'est vraiment leur donner une chance de leur Absolument. dire, on vous donne des outils, maintenant sachez saisir les opportunités. Voilà. Pour sortir, André Manga, dernière question. Personnellement, ton actualité, c'est quoi? Je le disais tout à l'heure, plein de tes collègues font des albums. Est-ce que toi, tu as un chantier? Est-ce que tu penses à ça? Oui, ou en fait, j'ai un album qui est pratiquement terminé, mon 3e. La raison pour laquelle il est un peu en stand-by, il devait être sorti là, mais je pense que la jeunesse du Cameroun m'a, n'est-ce pas, accaparé et m'a prise beaucoup plus en chaleur. Et là, j'ai voulu dédier ce moment d'abord pour travailler avec eux. Et je suis tellement fier du travail qu'ils ont abattu que je vous exhorte vraiment à venir voir ce qui peut se faire au Cameroun. Et l'album va suivre. L'album va suivre juste après. C'est le prochain projet dès qu'on a fini cette série de concerts. Voilà, donc il faut dire que le spectacle à l'IFC de Douala, c'est ce soir, vendredi, et demain, samedi. À l'IFC de Yaoundé, ce soir, vendredi, et demain,
samedi et qu'à Douala, ce sera le 29 et le 30 janvier. C'est ça. Voilà, vous aviez une... Oui, je voulais juste dire combien de fois je suis très ému, très touché de voir André Manga. J'ai souvent écouté sa musique, j'ai lu sa présence sur les pochettes des disques, mais c'est un énorme plaisir. Alors, on va prolonger votre plaisir, Xavier. Oui, je vais vous faire plaisir aujourd'hui. Oui, donc il va prendre quelques notes de guitare, parce que j'ai vu une guitare basse ici. Voilà, on va demander à André de nous graisser quelques notes de guitare. Et c'est le cadeau de bonne année que nous offrons pour cette rentrée de Sans Rancune à vous, Xavier, et à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, vous retrouvez par contre André Manga juste à la fin de l'émission. André, on va vous remercier d'être venu sur ce plateau. Bon vent à vos masters. On espère que dès que l'album sera sorti, vous viendrez nous le présenter prioritairement. Absolument. Vous savez, Vox Africa, c'est un peu la maison. Voilà. Je vous félicite. Vous êtes accompagné de messieurs là-bas qui savent effectivement. Monsieur Maboma, c'est lui qui est mon ombre, n'est-ce pas? Et Jules Tawembe, c'est en fait ceux qui m'ont servi de base, qui m'ont donné la base pour que je puisse construire cette rencontre avec les jeunes. Parce que déjà, eux, et j'en dis merci à Serge Maboma qui a réussi à monter un endroit qui fait une plaque tournante pour les jeunes musiciens au Cameroun, ceux qui veulent vraiment faire la musique sérieusement. Des choses pas en dessous de la ceinture. Quoi. Merci infiniment, André Manga. On va donc vous laisser en compagnie de nos téléspectateurs. Madame, monsieur, nous nous retrouvons pour la 3e partie de l'émission. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de Sans Rancune pour la 3e et la dernière partie. Cette fois-ci, on ne s'en mêle pas les pinceaux. On est bien dans la 3e et la dernière partie. On retrouve tous ceux qui étaient en vacances. Ils sont tous revenus. Et ils sont tout bons. On commence par vous, Rémi. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Ça fait du bien, ces 4 semaines de break. Il est vrai que bon, pour vous, ce n'était pas un vrai break. Parce que pas du tout. Vous avez continué à bosser. Oui. Donc, mais ça fait plaisir quand même de voir une nouvelle année. Et puis, les fêtes de fin d'année, ça donne une autre atmosphère. C'est une autre sensation. Juste le temps de dire bonsoir à Vanessa et on verra avec vous qui se livre aujourd'hui. Vanessa, bonsoir. Bonsoir, Paul. Nouvelle année, new look. On est en cheveux, c'est quoi? C'est roux? Red. Cheveux enrougis. Oui, ça veut dire que cette année, ça va... Ça va chauffer. Du feu de Dieu. Ouais. Ça va? Oui, ça va très bien. Les fêtes sont bien passées? Oh, super. L'année a bien démarré? Très bien. On verra avec vous tout à l'heure la polémique sur le net, sur tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux également. Mais retrouvons M. Sabimana pour nous présenter qui se livre aujourd'hui. Alors, vous allez le découvrir. Alors, c'est surtout le directeur d'un livre où il a dirigé la publication d'un livre assez particulier. C'est un livre coécrit. C'est aussi une bande co-dessinée. Mais en même temps, c'est un périodique, un mensuel plus précisément, qui regroupe donc des planches de différents dessinateurs, de sortes de séries distinctes les unes des autres, qui racontent chacune l'épopée d'un ou de plusieurs personnages. Ce n'est pas seulement un magazine mensuel, mais c'est aussi une compilation de séries périodiques. Donc difficile à classer, mais puisqu'il faut quand même lui trouver une case, on va dire que c'est un magazine de bande dessinée. Voilà. Alors, c'est Brice Ludovic Bindi qui a coordonné donc la publication de ce magazine de bande dessinée. Brice, bienvenue. Bienvenue, merci à toi. Vous êtes le directeur artistique de New Era Publisher. C'est une jeune maison d'édition camerounaise. C'est vous qui avez notamment regroupé les 5 premières séries de ce magazine de bande dessinée. Il s'agit de Lovely Secret, la première série de bande dessinée, donc, ou là, si vous voulez, la première série sous-intitulée Un parfum de romance. Il y a une histoire, c'est donc une histoire d'amour entre Fortune et Andrew. C'est en anglais. Puis vient la deuxième série, Shadowhunter, l'histoire d'une grand-mère qui défend l'invasion de son village à main nue face aux assaillants. Que du rêve et de l'imagination. Il y a ensuite Génomane, l'histoire du docteur Léonard qui, après 20 ans de recherche, a enfin trouvé une formule magique qui lui permettra de changer la face du monde. Et il y a Djangiman, The First Zero, c'est mon préféré. Ce sont les chroniques du premier super-héros black qui a pour costume un jogging. Et puis enfin, il y a Météora qui clôture cette première édition. Une jeune femme assez mystérieuse, mais très dangereuse aussi, et qui est en même temps crainte par les gouvernements et les groupes terroristes. Première question, Brice, pourquoi regrouper toutes ces histoires qui visiblement sont détachées les unes des autres dans un livre? Quel est le but de cette compilation? Donc, en fait, la compilation Afro Shonen est particulière dans ce sens que
les histoires qu'on y raconte sont, pour la plupart, un peu, elles sortent de l'ordinaire. Oui. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des histoires classiques que vous retrouverez dans une bande dessinée camerounaise. C'est-à-dire que les auteurs, là, se sont vraiment amusés à raconter des histoires qui peuvent avoir lieu n'importe où, mais surtout des histoires, en fait, avec un soupçon d'épique, avec un soupçon de différence, vraiment. Donc, pourquoi les regrouper tous ensemble dans ce magazine? C'est un souhait, parce que, vous savez, on ne peut pas toujours être satisfait avec une seule trajectoire. Donc là, on propose au lecteur vraiment de se laisser emmener un peu dans tous les sens en lui proposant des histoires variées qui attaquent des sujets différents et en espérant qu'il y trouvera son compte, tout simplement. Mais en même temps aussi, sauf que c'est épisodique. Ça veut dire que quand vous finissez une série, on vous renvoie, on garde le suspense, on vous renvoie à la prochaine, au prochain mois, et directement vous tombez dans une nouvelle qui, elle aussi, vous renvoie au prochain mois parce que la série aussi se coupe. Et puis il y a une autre, c'est une succession de coupures du goût. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment, les lecteurs ne se lassent et qu'ils se disent vous ne faites que couper notre goût, finalement, restez avec votre livre? Bon, donc je dirais, pour répondre à ta question, donc, en fait, je pense que moi qui suis un fan d'abord de bande dessinée, ça ne m'a jamais déplu vraiment de vouloir savoir la suite d'une histoire. On a eu l'habitude avec des séries à succès comme les Dragon Ball Z, etc. Mais en fait, ça donne plus envie de lire ce qui se passe. Que si on sait ce qui va nous arriver dans le futur, ça nous fait perdre un peu la volonté d'y aller, quoi. Donc on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes et ça permet, je pense, au lecteur de vraiment faire croître sa passion pour les bandes dessinées en question. La première série, Lovely Secret, a 3 auteurs, Bertrand, Ludovic, je suppose que c'est vous, et puis il y a Darksider. Comment vous y êtes-vous pris? Est-ce que vous tous vous avez tenu le crayon et puis vous avez dessiné avec le même crayon? Qui faisait quoi? Bon, en fait, dans l'édition d'une bande dessinée, le processus est un peu différent que dans le cas de la rédaction d'un livre, d'un roman ou d'une nouvelle. C'est que généralement, dans la rédaction d'un livre, il est possible qu'il n'y ait qu'un seul auteur. Mais dans le cas d'une bande dessinée, généralement, donc, c'est la... comment dire? C'est-à-dire que c'est la synergie de plusieurs talents qui se retrouvent tous dans la bande dessinée en question. Ça veut dire que Bertrand peut s'occuper de l'illustration comme telle. Ludovic s'occupe de la préparation digitale. Et des décors. Et des décors, etc. Et Darksider s'occupe donc de la finalisation, du lettrage. Donc ça veut dire que c'est un peu comme un montage qu'on est en train de faire. Et chacun a une spécialité qu'il met en scène, donc. Shadowhunter a des allures de manga avec des personnages d'origine japonaise ou asiatique tout court. Et dans Lovely Secret, dans ce que j'ai noté ici, Fortune, qui est un peu comme le personnage principal, est d'origine européenne, c'est une blonde. On va le dire ça comme ça. Pourquoi métisser vos histoires? Pourquoi calquer le manga japonais? Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, Njangiman. C'est plus africain, c'est plus local. Son arme, au lieu d'être un mochaku, par exemple, c'est un bobolos, comme ça vous l'appelez, c'est-à-dire un bâton de manioc. Et c'est plus original, c'est plus local. Pourquoi aller toujours copier? Parce que si on voit par exemple l'autre Hunter, c'est quasiment japonais. On a l'impression qu'on est là en face des dessinateurs nostalgiques du manga. Ok, donc par rapport à ça, ça a été un peu fait à dessein. Première chose, pourquoi Fortune, qui est une européenne blonde, c'est-à-dire qui est une caricature presque de l'Occident, fait partie des personnages principaux de l'histoire Lovely Secret. En fait, Afro Shonen se positionne ici comme aussi un moteur de la sensibilisation par rapport à la diversité ethnique, culturelle et raciale. Donc ça veut dire que nous faisons face aujourd'hui à une transhumance sans précédent. Ça veut dire que les gens changent de pays, les gens immigrent un peu plus. Alors moi, à Afro Shonen, on a pensé que c'est bien de faire comprendre aux gens qu'actuellement, le monde n'est plus ce monde particulier où on retrouve une seule race. C'est un monde où vous devez vous attendre à retrouver des Chinois, des Noirs, des Américains. Même coloré. Enfin, voilà. Donc, ça veut dire que vraiment, du café au lait, partout où vous allez. Donc, cette histoire vient là pour mettre vraiment en exergue le fait que la différence raciale et ethnique ne doit plus être crainte,
mais plutôt accepté comme en fait un fait de la société moderne que nous vivons. Et puis le livre, je sais pas... Non, juste avant l'espace promo, Oui. deux questions. Premièrement, à quoi obéit le principe du bilinguisme qu'on retrouve? On a une partie Exact, en anglais, une partie en parce que français, je n'ai pas très bien compris. 3 livres sur Pourquoi il y 5 avait sont ça en anglais, alors que la cible est majoritairement francophone à Yaoundé. Le deuxième truc, c'est... On sent que vous vouliez vraiment blaguer, vous marrer, c'est-à-dire qu'une arme bobolo, une grand-mère qui défend son village à main nue et votre héros en jogging là. C'était vraiment la déconne quoi. Bon, en fait, c'est vrai que le concept de héros a été un peu popularisé par les comiques américains. Bientôt d'ailleurs, on aura une campagne qui fait comprendre aux gens que le comique n'est pas l'américain, le manga n'est pas le japonais. Un peu pour paraphraser le dessin fameux de « Ceci n'est pas une pipe ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui identifient beaucoup cet art-là, en fait, à la société même. Vous savez, quand on voit un Captain America, on se dit, tiens, les Américains sont des Captain America. Or, la réalité est tout autre. Quand on voit un manga, il a des gros yeux, ils ont des formes un peu différentes de celles asiatiques, mais tout le monde se dit, c'est japonais. Or, pourtant, ce n'est pas le cas. La bande dessinée, généralement, représente, en fait, la perfection. Ça représente une utopie. Et c'est aussi ça un peu qu'en Afrique, on oublie. C'est-à-dire que représenter l'utopie. En Afrique, les artistes du 9e art ont toujours essayé de représenter la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais essayé Donc là, on est en pleine utopie, complètement. Oui. Espace promo. Avant de parler d'espace promo, il y a le directeur de New Era Publishers, une maison d'édition qui a pour ambition de créer à l'avenir, dans un avenir lointain, ce qu'il appelle le Disney africain. Donc c'est vraiment une nouvelle classe de dessinateurs qui se regroupent, qui partagent une même passion, mais avec un objectif plus lointain qui, dans l'utopie, de créer vraiment un univers un peu comme Disney, etc. Je crois Donc on a dit c'est un mensuel, ça veut dire qu'on le retrouvera tous les mois? Oui. D'accord. À 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Et on le retrouve où? Bon, actuellement, il est disponible à l'IFC de Yaoundé. Oui. Et actuellement, on est en train de développer le réseau de distribution pour pouvoir desservir un peu plus de quartiers de la ville. Décidément, on fait moins de gens font confiance au réseau actuel. Le réseau actuel de distribution. Et chacun veut développer un réseau parallèle. Eh bien, merci infiniment, Ludovic, d'être venu sur ce plateau et partager ça avec nous. On espère que tout le monde aura, du moins par le biais de Rémi, parce que contrairement à vous, moi j'aime bien suivre la suite de l'histoire. C'est pas très intéressant. Merci d'être venu sur ce plateau. On va accueillir juste à côté de vous un autre monsieur qui, lui, il dessine pas. Il confectionne des équipements sportifs. Monsieur Idriss Damsi, bonsoir. Peut-être qu'il les dessine. Bonsoir, monsieur. Oui, il les dessine avant. Peut-être. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors, vous semblez avoir trouvé la solution au problème d'équipement sportif au Cameroun. Effectivement, monsieur. En fait, nous avons remarqué depuis 2004 que les maillots que les clubs de première division et deuxième division utilisent ne sont pas des bons maillots. Je ne sais pas si vous avez fait le constat avec moi, il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, terre de Roger Mila de Samuel Eto'o, le championnat camerounais n'a pas de bons maillots, M. Paul Maël. Je ne sais pas si c'est seulement ma vision ou bien c'est aussi la vôtre, mais non, c'est compliqué parce que moi je ne connais pas les maillots, je ne connais pas quand ils sont bons et quand ils sont mauvais. Bon, du coup, en fait, nos remarques... Alors, qu'est-ce qu'ils ont les maillots actuels? Les maillots actuels ne sont pas bien confectionnés, je dis bien confectionnés. Ouais. Lorsque vous regardez le dorsal, vous allez remarquer au niveau du dorsal que deux fois le dorsal est inversé. Oui, mais là, c'est le flocage qui n'est pas bon, c'est la qualité du maillot. De deux, M. Paul Maël. S'il vous plaît, il n'y a pas de nom derrière les maillots. C'est inadmissible. Oui. C'est totalement inadmissible que dans un championnat, il n'y a pas de nom dans le maillot. Je suis d'accord. Effectivement, lors des transferts, j'ai lu une interview lors du transfert, il disait que non, on ne peut pas mettre le nom parce que lors du transfert, les présidents du club ne nous envoient pas les noms pour le flocage. Il faut acheter un autre maillot. C'est inadmissible. Alors nous avons mis en place, parce que quand je dis nous, tous les Africains en fait. Ouais. C'est pas que mon projet, c'est votre projet, c'est votre projet, c'est votre projet. C'est une marque qui se veut panafricaniste, mais à objet sportif. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfaitement. Alors, le nom de la marque, c'est Domchi. On voulait avoir une marque purement africaine. On pouvait mettre DOM, on pouvait mettre Paul,
on pourrait mettre Vanessa, mais ça ne sonnait pas, ça ne devait pas sonner africain. Alors nous avons décidé de mettre la marque Domche, oui, pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Le problème des clubs africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit en RDC, c'est le problème, en fait, les dirigeants de sport n'ont pas encore compris le système qui veut que l'Africain, en fait, aime le beau. L'Africain n'aime pas ce qui a de la valeur. Si vous mettez une chaussure qui est très belle, en fait, je prends votre chemisier qui est très beau et vous mettez un autre chemisier, peut-être de marque autre étrangère comme nous connaissons, l'Africain va venir choisir ce qui est beau. Mais l'Européen va venir choisir ce qui a de la valeur. Alors, pour qu'un club puisse avoir des sous, vous êtes avec moi? Oui, on est avec vous. On est vraiment... Là, je suis sûr que les téléspectateurs, on est tous avec vous. Oui, pour qu'un Africain puisse s'acquérir d'un maillot, que ce soit Bambotos, excusez-moi la publicité, que ce soit Bambotos ou un autre corps panthère, il faudrait que le maillot soit beau. Parce que l'Africain aime d'abord le beau. L'Africain n'aime pas... Si je comprends bien, tous les clubs africains ont le même problème, quoi. Tous les clubs africains ont le même problème. Pour que moi j'achète quelque chose, je dois effectivement voir si le beau existe, en fait. Moi je ne suis pas très plein. Ou c'est moi qui suis mal, ou je ne comprends pas. Moi, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ça veut dire... Alors, nous proposons au club de mettre une politique commerciale bien définie. En fait, qu'est-ce que nous proposons concrètement? Nous, petite société que nous sommes, nous appelons les clubs de venir vers nous et de concevoir leur maillot, à la différence des clubs européens. Pourquoi c'est eux qui viennent vers vous et pas vous qui allez vers eux? Justement, monsieur Paul Maël, en Europe et en Occident, qu'est-ce qui se passe? Une marque vient vous dit, bon, vous allez vous donner 85 millions d'euros, vous allez jouer avec ma marque. Ah, mais ça, c'est des marques et sociétés qui sont bien connues déjà. Déjà vous bien connues. Même je ne veux pas citer des noms, les marques qui habillaient il y a 3 ans, 4 ans nos équipes ici au Cameroun. Mais observez bien, lorsque ces marques viennent, ils vous confessionnent. Vous donnez peut-être vos couleurs, mais ils vous concernent juste comme ça. Alors que qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons des maillots beaux, distribués de telle manière que tout le monde peut s'acquérir le maillot. Il pourrait être fier de voir un maillot de Bambotos de Bouddha. Monsieur Pomaé, depuis que vous avez grandi au lycée, collège et université, vous n'avez pas porté un maillot d'un club. Vous n'avez pas porté un sac à dos d'un club. Vous n'avez pas porté d'une chaussure d'un club. Il y a une époque où c'était vraiment bien, parce qu'avec le club comme Tonnerre... Moi, je veux juste comprendre, parce que le temps nous tient à la gorge, je voudrais bien vous garder longtemps. Je reviens sur la question de Rémi et je la pose autrement. Vous faites quoi? Vous confectionnez les maillots ou alors vous proposez au club de venir, de floquer les maillots à l'heure? Nous confectionnons les maillots. D'accord. Nous ne floquons pas. Si nous floquons, ça veut dire... En fait, vous êtes un équipementier sportif. Équipementier. Vous avez des maillots, des shorts, des bas, des chaussures, des accessoires, des produits dérivés. Nous appelons des clubs, concrètement, nous ne sommes pas une marque nous appelons les clubs de venir confectionner leurs maillots chez nous. Parce que nous avons mis déjà une politique bien définie, comment avoir rentabilisé la vente des maillots environ 35 millions. Et c'est prouvé. S'ils adoptent cette stratégie, en fait. C'est ça que nous proposons. Donc, votre stratégie, ce n'est pas de vendre les maillots qu'aux joueurs, aussi à leur public. Monsieur Paul Maël, le maillot n'est pas fait pour les joueurs, ni pour les fans. Le maillot est fait pour tous ceux qui pratiquent le sport. D'accord. Lorsque Marseille vend un maillot, ce n'est pas pour les... Ici, nous avons vendu les maillots Marseille partout. C'est pour tous ceux que, bon, si j'ai envie de faire sport, Vanessa, j'aimerais m'acquérir un maillot de type Marseille. Pourquoi Vanessa ne pourrait aussi pratiquer que, bon, je suis de bon... Pas le maillot de Tonnerre, de Canon, effectivement. Ainsi de suite. Voilà. Alors, très rapidement, comment vous contactez? Quels sont vos contacts? Nous sommes en fait une petite société, je vais dire une société même embryonnaire. Nous n'avons pas encore d'investisseurs, nous n'avons rien, personne. En fait, nous n'avons pas encore même de contact. Il n'y a que les designs, vous pouvez trouver sur la page sur Facebook. On les voit à l'antenne. Domche Sport, c'est uniquement ça que nous proposons. Donc maintenant, vous appelez des gens qui peuvent vous accompagner dans ce projet et également des clubs qui peuvent accepter de vous faire confiance dans un départ. Effectivement, vous avez compris notre problème. Nous appelons toute personne qui veut rentabiliser ce projet. Ce projet est payé parce que ce n'est rien que des étudiants qui ont pensé ce projet. Et je ne serais parti de cela sans remercier M. Domche qui a, entre guillemets, publié le nom Domche. Vous connaissez, vous comprenez en fait. Pourtant, je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré, mais
Vous savez, quand on dit Domchi, on dit, vous êtes le petit frère de Jules Domchi. Il dit, non, mais je connais ça. En fait, Okay. c'est ça. Moi, je vous conseillerais, en plus d'attendre qu'ils viennent vers vous, que vous allez d'aller vers eux. Ce serait peut-être... Croyez-moi, ça irait peut-être vous un peu gagnez plus- bien plus. Ça irait peut-être un peu plus Parce vite. qu'aujourd'hui, les clubs Mais écoutez, nous on vous souhaite bon vent et on espère que vous viendrez ici dans 1 an ou dans 2 ans et que nous serons tous habillés en Domchi. Voilà. Merci pour moi. Merci Merci infiniment. Vanessa. Merci Rémi. Et terminons l'émission avec vous, Vanessa. Oui, Paul. Rebonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a fait le buzz sur le net? Dites-nous tout. Non, avant le buzz, je vais commencer avec la polémique. La polémique, voilà. Alors, en Afrique, les Africains sont tous... on est tous Africains en Afrique. Voilà. Pour parler de l'affaire de Charlie Hebdo. Voilà, que vous connaissez très bien. Alors, ceci surgit donc après la marche républicaine. Organisée en France, organisée à Paris. en France à Paris le 11 janvier dernier. Voilà, qui regroupait plusieurs chefs d'État du monde entier. Et ce qui se passe, c'est que les Africains n'ont pas compris la présence des 6 chefs d'État africains qui y sont allés. Donc ça a été une pilule extrêmement difficile à avaler pour les internautes qui n'ont pas manqué de manifester cela via les réseaux sociaux. Donc on a des pages qui ont été créées. Je ne suis pas Charlie, je suis africain, je suis camerounais, je suis Kolofata, je suis Nigeria, je suis... Enfin, une multitude, je suppose que vous les avez vus, une multitude de pages, de profils, de hashtags même, voilà, sur les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, on a aussi ceux qui louaient cette initiative des chefs d'État, qui trouvaient que c'était une très bonne chose d'aller montrer leur sympathie au président français. On a quelques réactions. On a Thiedofal qui dit « Honte à Macky Sall, honte au président malien, nigérien, gabonais, congolais, etc. L'Afrique est décidément mal partie avec les dirigeants irresponsables, complexés, suiveurs, inconscients de cette trempe. » Ça, c'est sévère, ça. Ah, ça, il est vraiment très fâché. Je vais continuer avec André-Yves, qui est également très en colère. Et on va nous faire croire que la colonisation est terminée. En tout cas, moi, je suis et je resterai Afrique. Joe Bryan, lui, il dit « C'est bien d'être Charlie, cher dirigeant, mais soyez d'abord véritablement africain en prenant conscience du danger qui menace ce continent. Je termine avec Kubilai. Ce n'est pas la faute de la France si nous ne sommes pas foutus d'organiser une marche panafricaine contre Boko Haram. On attend quoi? Que Hollande vienne l'organiser pour nous, pour ensuite le traiter de néocolonialiste? La France a su rassembler le monde entier contre la barbarie et la liberté d'expression. Faisons la même chose et arrêtons de nous plaindre. Donc les autres, c'était les opposants, alors. Si tu veux, voilà. Voilà, c'était donc la polémique, qui a... Et je dois dire effectivement qu'on a vu des réactions de l'opinion publique en Afrique. Les gens ont été... très mal pris, mais je pense que la question, si on décide de l'analyser et de regarder avec du recul, il y a des avec et il y a des sans forcément. Donc, voilà. Paul, vous étiez Charlie ou vous étiez... Je suis Paul, ma chère Vanessa. Je suis Paul. Vous êtes Paul, vous êtes Camerounais, vous êtes l'armée camerounaise. Voilà. Et le buzz sur le net cette semaine. Alors, beaucoup d'Africains étaient de tout cœur avec les Français après les attentats, mais ils ont été peu nombreux à comprendre la présence des chefs d'État africains au défilé du 11 janvier dernier, estimant que le continent a bien trop de problèmes qui nécessitent leur attention. Et alors que la polémique ne cessait d'enfler sur l'opportunité de la présence des chefs d'État africains à cette marche, voilà qu'une photo de Yayi Boni, le président du Bénin, le montrant en train d'essuyer ses yeux, a enflammé la toile. Convaincus qu'il essuyait les larmes, les Africains se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. C'est le buzz de cette édition que signe Annie Payette. Les larmes du président Yayi Boni à Paris, écrit sobrement le journaliste et directeur de publication camerounais Thierry Roth. Le président Yayi Boni avait bien avant décrété une journée de deuil national dans son pays. D'où cette réaction d'une nommée Honorine qui estime que deuil national plus larmes est égal à excès des ailes. Revenant sur les larmes du président malien lors de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali, s'en de conclure que Ibrahim Boubacar Keïta et Yayi Boni sont des pleureux
pleureuse professionnelle. Zézé Thierry de se demander pourquoi on n'assiste pas à la même émotion quand il s'agit des drames africains. Théré Valère pense que les sujets africains ne suscitent pas autant d'émotions simplement parce que les Africains ne s'intéressent pas à leur propre sujet. Isiaka Soumaoro est pour sa part incrédule face à l'attitude de Boni Yayi et la compare à de la pure sorcellerie. Un internaute y voit un simple calcul politique, tandis que déjà Wisdom émet une petite réserve et préfère penser que c'est peut-être juste la poussière soulevée par la marche que le président béninois essuyait. Chacun y est allé de son commentaire, mais l'ambiance générale était bien à l'incrédulité et à la désapprobation. Une question reste cependant en suspens. Ce déchaînement sur les réseaux sociaux avait-il sa raison d'être? Est-on certain que le président du Bénin pleurait? Seuls quelques internautes ont eu le courage de se poser ces questions. Et vous, après avoir vu cette image de Yayi Boni qui essuyait ses vous avez pensé quoi? Il y a quelqu'un qui a dit là qu'il paraît que c'est la poussière qui l'essuyait. La poussière. Bon, sauf que la marche avait lieu au Champs-Élysées à Paris, c'est le pavé partout. Et la poussière La poussière, c'est dur quand même. Dur. Mais on peut se dire que comme il y avait beaucoup de gens qui battaient le pavé, ça se trouve que ça m'étonnerait autrement. Vous savez, cette image du président Boni Yayi nous a rappelé une autre image, celle de l'empereur centrafricain Jean-Bédiet Bokassa aux obsèques du général de Gaulle. On se souvient, lui, il pleurait à chaudes larmes. Là, il n'y avait pas de doute. C'est à se demander la relation qu'il avait avec le général de Gaulle. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, et préciser pour terminer que le président Boni Yayi ne s'est pas contenté que d'essuyer ses yeux. Il a également décrété une journée de deuil national au Bénin. Donc tout le monde devait partager la souffrance des Français qui sont décédés. Et peut-être même essuyer les mêmes larmes. Essuyer les mêmes larmes. Ça confirme les larmes. D'accord. Merci infiniment Vanessa. Merci Rémi. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau ce vendredi. Nous, on se retrouve vendredi prochain avec vous. Et nous, on va vous suivre tranquillement. On espère qu'on aura la BD le prochain numéro le mois prochain. Et vous, on vous laisse quand même un an, le temps de trouver des investisseurs, des financiers et des équipes qui vont porter les maillots et les supporters. On se revoit dans un an. S'habiller en dom. Mais en attendant, si vous passez dans la rue et que la lumière est là, c'est qu'on est là. Vous nous dites bonjour. D'accord. Et surtout, vous nous laissez des maillots. Oui, quand même, on espère qu'on sera les premiers à les mettre. Normalement. Merci à toute l'équipe technique amenée par Charles Talon qui nous a permis de réaliser cette première édition de l'année 2015. On est encore un peu dans la fête, c'est un peu encore doucement, mais on va, rassurez-vous, on va prendre la vitesse de croisière très rapidement. Nous allons terminer cette émission en ayant une pensée pour deux de nos confrères, en plus de ceux de Charlie Hebdo, deux de nos confrères en Afrique, camerounais notamment, qui sont décédés, l'un à la fin du mois de décembre et l'autre en début de janvier. Il s'agit de Noé Djibet Massoussi, qui était secrétaire général du syndicat national des journalistes camerounais, et de Javis Nana, journaliste à la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International, qui lui aussi, tous les deux sont morts assez brusquement. Nous avons une pensée pour eux ce soir, mais comme on dit, the show must go on, et nous continuerons à porter la flamme pour eux, en espérant la flamme de la liberté qu'ils défendaient ardemment, en espérant qu'eux aussi nous réserveront une place là où ils sont allés. Voilà. On vous laisse en compagnie, c'est le cadeau, on vous l'a dit, de bonne année, on vous laisse en compagnie de quelques notes concoctées par André Manga. On se retrouve la semaine prochaine, passez une excellente semaine, très bon week-end. Et nous, on va au masterclass tout de suite, là, à l'IFC. Et on se retrouve vendredi prochain. Excellente semaine en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée à tous.